You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler de santé sexuelle et de prévention. Aujourd'hui, comme chaque année dans la semaine du SIDAction, nous dédierons cette émission au milieu pénitentiaire avec plusieurs invités en plateau. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site comitédesfamilles.net ou bien passer par notre compte X VIH Radio ou notre page Facebook Comité des familles. N'oubliez pas que nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcast, Spotify et Audioblog. Et vous l'avez entendu, aujourd'hui nous parlerons de prison. On a l'habitude depuis plusieurs années de dédier une émission spéciale, une heure entière, pour parler du milieu pénitentiaire. Aujourd'hui on le fera avec Rida Nouyat, responsable du programme Hépatite et VIH, milieu pénitentiaire de SIDAction. Bonjour Rida. Bonjour. Aram Bodje, directrice des 6 associations. Bonjour. Bonjour. Béatrice Carton, présidente de l'ACEP et chef de l'unité sanitaire de Versailles-Bois d'Arcy. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane Matar, patient expert de l'association AIDE. Bonjour. Bonjour et bienvenue. C'est pour la première fois Stéphane en plateau. Les autres invités, nos auditeurs, devraient un peu les reconnaître. On va faire une première petite tour de table rapide pour compléter ma présentation. Rida, est-ce que tu veux commencer pour nous parler de la semaine du SIDAction, des jours de SIDAction? Oui. Je vais juste me présenter et tout à l'heure, je parlerai du SIDAction prison. Donc, je m'appelle Rida Nouyat, je suis à l'origine médecin de santé publique et je suis responsable de la thématique milieu pénitentiaire à SIDAction. Et donc, dans ce cadre-là, c'est moi qui ai mis en place le SIDAction prison dans l'élan du SIDAction média tout court, dont je vous parlerai tout à l'heure. Parfait. Merci Rida. Aram, 6 associations peut être contactée par les personnes en détention avec un numéro dédié, c'est bien ça? Oui, alors je me présente, je suis le docteur Aram Bodje, je suis la directrice de 6 associations. SIDA Info Service qui prend, 6 associations qui a essentiellement 2 dispositifs où on peut répondre depuis les prisons, qui sont SIDA Info Service et Hépatite Info Service. Effectivement, les détenus, maintenant, en plus qu'ils ont ils ont accès au téléphone dans leur cellule, ils peuvent nous joindre sur ces 2 dispositifs. Et ça, depuis plusieurs années déjà. Parfait. On partira justement des questions que les détenus ont posées cette année, l'année 2023, l'année passée, à 6 associations. Béatrice, est-ce que tu peux, bien sûr, te présenter, nous dire aussi ce que c'est l'association ACEP? Alors, Béatrice Carton, je suis donc médecin généraliste, chef de service des unités sanitaires du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy et de la maison d'arrêt des femmes de Versailles et présidente de l'association des professionnels de santé exerçant en milieu pénitentiaire. Donc ça, c'est une association nationale qui regroupe tous les soignants en milieu pénitentiaire, que ce soit médecins, infirmiers, dentistes, voilà, tous ceux qui travaillent dans les unités sanitaires, autrefois appelées UXA. Merci beaucoup. Stéphane, je t'ai présenté pour ton engagement au sein de l'association AIDE. Tu peux nous en dire un peu plus de ce que tu fais concrètement? Bonjour, moi c'est Stéphane Matar, je suis patient expert et je suis militant et salarié pour l'association AIDE. Donc c'est une association qui milite contre le VIH et les hépatites et qui fait aussi de la réduction des risques. Voilà, je travaille dans un CARUD, un centre d'accueil, d'accompagnement pour la réduction des risques des usagers de drogue.
Et j'ai un parcours pénitentiaire très fourni aussi. Voilà. Très fourni. Tu nous en parleras plus tard. Merci beaucoup. Alors, moi, je propose de commencer, comme je disais tout à l'heure, par ces questions qui ont été posées à la ligne d'écoute de 6 associations. Je les ai regroupées par thématique et je propose de commencer par celle qui revient souvent, qui sont liées surtout aux symptômes. En fait, on arrête jamais de répéter, de rappeler. Alors déjà, je vous lis quelques questions. La première question, l'appelant dit avoir eu un rapport avec une femme avec qui il communique en prison. Et là, il a des boutons sous le sexe et des brûlures et nourrinons. Et ça, c'était un homme qui l'appelait. Et un autre, il dit d'avoir des boutons sous le corps et s'inquiète pour les infections sexuellement transmissibles et a demandé un rendez-vous médical pour des examens. Alors, la question que je vous pose, bien sûr, il faut répondre aux questions de ces personnes qui ont appelé 6, mais pas tous les boutons sont des symptômes du VIH. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, s'il vous plaît? Alors du coup, c'est peut-être moi qui vais répondre. Non, toutes les lésions cutanées, les boutons, ne sont pas des signes de VIH. Ça peut l'être, mais c'est d'ailleurs de façon très exceptionnelle. Par contre, ça peut être le signe aussi de maladies sexuellement transmissibles. Donc en fait, il faut absolument consulter le plus rapidement possible pour qu'on puisse faire les examens appropriés. Et par rapport aussi à la question de la personne qui disait j'ai demandé un rendez-vous médical, c'est quoi les parcours les plus linéaires, les plus faciles, les plus immédiats pour avoir un rendez-vous médical dans les temps très serrés, dans des temps convenables? Est-ce que c'est faisable, ça? Ça dépend. Il y a beaucoup C'est certainement faisable. Après, ça dépend quand même de la taille de l'établissement, de la taille de l'unité sanitaire et du fait que les postes sont pourvus ou non pourvus au sein de l'unité sanitaire. Si vous êtes en déficit médical et infirmier, le rendez-vous sera certainement un petit peu plus long. Sinon, c'est tout à fait possible d'avoir un rendez-vous rapidement. La seule chose, c'est qu'en prison, il y a, en dehors des téléphones qui sont installés en détention mais qui ne servent pas à joindre l'unité sanitaire, tout passe par l'écrit, la boîte aux lettres, la demande de rendez-vous sur un petit bout de papier qui est déposé dans la boîte aux lettres spécifique à cet effet, j'insiste là-dessus beaucoup, et qui est relevé par les infirmières en règle générale tous les jours, du lundi au vendredi, mais pas les week-ends. Donc voilà, les rendez-vous sont, encore une fois, ça va dépendre de la taille de l'unité sanitaire et de ses capacités, mais la réponse sera dans les quelques jours, voire le lendemain ou le jour même, en fonction, si c'est possible. Après, il n'y a pas d'urgence, c'est parce qu'il y a des boutons, c'est pas non plus une urgence. Et souvent, en tout cas dans certaines prisons, alors je sais pas, c'est pas toutes les prisons, mais il y a des tests qui sont faits à l'entrée, tests de sérologie VIH, hépatite. Alors on propose, évidemment, c'est pas obligatoire. Et voilà, et souvent. Alors, moi, je travaille à Fresnes, donc je connais un peu le milieu, mais c'est vrai que c'est tout, dans toutes les prisons, tout n'est pas égal. Donc, et voilà, il y a des problèmes aussi d'effectifs. Et c'est un très gros problème, ça. Stéphane, est-ce que tu as eu une expérience de rendez-vous médical demandé? Oui, tout à fait. Après, comme il a été dit, ça dépend de l'urgence. Voilà, et c'est vrai que c'est beaucoup par l'écrit, enfin c'est même pas beaucoup, c'est principalement par l'écrit. Donc après, voilà, c'est selon l'urgence, à moins d'être en sang, où là, vous pouvez avoir un rendez-vous qui est quand même beaucoup plus acceptable, d'une rapidité certes, mais autrement, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'attentes. En tout cas, de mon expérience, de la prison de la santé ou de Fleury-Mérogis, ça mettait quand même un petit peu de temps, quoi. Voilà. Je vais insister du coup, parce que sur la notion d'urgence, effectivement, des boutons, c'est pas une urgence. Mais il y a deux types d'urgence. Il y a l'urgence médicale, ce que nous, on considère comme une urgence, et il y a l'urgence ressentie du patient.
Et bien évidemment, on peut être extrêmement inquiet, angoissé d'un bouton qui, pour le médecin ou le soignant, n'est pas une urgence, mais qui est pour soi-même représente une urgence. Donc c'est vrai que le système de l'écrit dans le milieu carcéral est compliqué parce que la personne écrit, demande quelque chose et nous on ne peut pas répondre. On ne peut pas expliquer que oui, bien sûr, on prend en compte la demande, mais ça n'est pas une urgence, donc on va donner un rendez-vous dans 3 jours. Ce qui lèverait beaucoup d'angoisse, mais qui malheureusement n'est pas possible. Et l'autre chose sur laquelle je suis rapidement passée, mais j'aimerais insister, c'est que normalement, dans tous les établissements, il y a des boîtes aux lettres spécifiques pour contacter les unités sanitaires. Et il faut absolument que les personnes détenues les utilisent et ne remettent pas les courriers aux surveillants. Parce que pour une question de confidentialité, bien évidemment, mais aussi parce que les courriers font 3 fois le tour de la prison avant d'arriver dans l'unité sanitaire et ça rallonge les délais également. C'est ce que j'allais revenir là-dessus. Voilà, ça dépendait aussi beaucoup de la transmission, du moment où vous postez le message et du moment où il y a de la réception à l'unité médicale, quoi. Mais moi, jusqu'en 2020, ma dernière incarcération était en 2020 à la prison de la Santé. Je n'ai jamais vu ces boîtes aux lettres destinées à l'unité médicale. Ça passait toujours encore par le surveillant, quoi. Du coup, ça a rallongé forcément le temps. Et en plus, au niveau de, comme on disait, de la voie privée, c'est une catastrophe. Ouais. Moi, je voudrais juste rajouter... Béatrice a parlé Docteur Carton a parlé du déficit en médecins et les rendez-vous dépendent s'il y a beaucoup de médecins ou pas assez de médecins au niveau de l'unité sanitaire. Donc c'est un problème qui se pose sur certains établissements où on a un déficit de personnel soignant et donc ça peut poser aussi un problème. Et puis je voudrais insister aussi sur les patients qui ne maîtrisent pas l'écrit parce qu'il y a il y a 20% de personnes étrangères en prison en général et parfois où les personnes ne maîtrisent pas l'écrit ou alors ils ont appris dans une langue étrangère et donc c'est difficile pour elles d'écrire dans la langue du pays, sauf à passer par un tiers et c'est un problème pour le secret médical parce qu'ils sont obligés de détailler un petit peu pourquoi ils veulent le rendez-vous. Voilà. Alors, un petit conseil, si jamais des personnes écoutent et ne maîtrisent pas à l'écrit le français, écrivez dans votre langue maternelle. Plutôt que de faire appel à un tiers, écrivez dans votre langue maternelle. Nous, on se débrouillera avec Google Trad, n'importe. Mais ça permet de garder la confidentialité et je pense que c'est primordial. C'est un bon conseil, ça. Absolument. Même si ça reste le fait qu'effectivement, passer par l'écrit, c'est un obstacle. De toute façon, même en écrivant dans sa langue maternelle pour certaines personnes. Mais comme tu disais, Béatrice, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre moyen de communiquer. Dans les futurs, ça ne pourra non plus pas changer. Pourquoi c'est comme ça, ça ne peut pas se changer? Désolée de poser cette question. Je sais aussi qu'au fond, elle est un peu bête, mais je me permets de la poser parce qu'effectivement, on parle des milieux pénitentiaires, on dit toujours des choses, on ne peut pas changer. Pourquoi? Alors moi, je ne pense pas que la question soit bête du tout. Non, au contraire. Elle n'est pas bête. En revanche, je pense qu'aucun de nous 4 ici présents peut répondre. Il aurait fallu que peut-être l'administration pénitentiaire soit présente pour pouvoir répondre à cette question. Actuellement, il y a des programmes pour mettre des tablettes en détention qui ne permettent d'ailleurs pas pour l'instant de joindre l'unité sanitaire, mais ça reste de l'écrit. Donc franchement, peut-être que le jour où les portables seront disponibles en détention, mais bon, il faut poser la question à l'administration pénitentiaire. Ah oui, parce que moi, j'ai fait 20 ans que je travaille dans les prisons, ça a toujours été fonctionné comme ça.
Et je ne sais pas du tout d'où ça vient. Et c'est vrai que ça ralentit énormément parce qu'il a raison. Le circuit, même s'il y a des boîtes, en fait, ça passe beaucoup par les surveillants. Et ça traîne souvent. Je voudrais insister sur la question des surveillants. C'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui passent par les surveillants. Et puis, parmi le public détenu, quand ils sont en contact avec conseillers d'insertion de probation, qui sont des femmes en général, ils ont tendance à les considérer comme des assistantes sociales et donc ils se confient à elles. Alors qu'ils ne se confient pas à un soignant qui est tenu par le secret médical et où les choses qui leur sont dites sont, si vous voulez, tues. Les conseillers d'insertion de probation ont obligation à déclarer à leur tutelle des choses délictuelles qui leur sont dites. Donc, voilà. Donc le problème du public détenu, de faire confiance plus à l'administration pénitentiaire qu'aux soignants, ça pose beaucoup de problèmes. Et moi, je l'ai vu personnellement. Voilà. Oui. Alors, j'ai continué avec une autre question qui reste un peu comme la première question que je vous ai posée, plus sur les symptômes, le dépistage. Il y a une personne, un homme de 24 ans, qui a écrit il y a 5 semaines, il dit avoir reçu une fellation non protégée. Il a fait un test qui est négatif 2 semaines après. Mais depuis quelques jours, le médecin il lui a dit qu'il y a quand même un risque du VIH et de refaire ce test. Et du coup, tous les doutes de cette personne. Alors, je vais vous demander du coup, sont lesquels, pour être clair, les temps du dépistage, à quel moment faire un test pour être sûr, surtout pour raccourcir les temps de la mise sur traitement, parce qu'on sait à milieu ouvert que maintenant, plus tôt on est mis sous traitement et les chances de vivre une vie quasi normale sont plus hautes. Est-ce que la même chose, ça peut se passer en milieu pénitentiaire? Je vous laisse répondre. Qui veut répondre? Alors, soit les... Oui. Ça devrait, effectivement, un milieu pénitentiaire être comme dans le milieu ouvert. De toute façon, les délais de dépistage entre une prise de risque, après une prise de risque, c'est 6 semaines. Donc ça n'a pas bougé, que ce soit à l'extérieur ou en milieu pénitentiaire. Donc pour le VIH, c'est 6 semaines. Et effectivement, dans certaines prisons, je sais qu'à la santé, parce que le médecin-chef, il est pro-VIH, enfin, c'est des maladies infectieuses. Donc, je sais que dans certaines prisons, l'initiation au traitement peut se faire directement dans la prison. On n'attend pas une éventuelle sortie qu'on ne sait pas en plus quand est-ce qu'elle va intervenir. Mais normalement, la mise sous traitement doit être initiée directement en prison dès qu'il y a un test positif. Donc après, voilà, je sais que c'est pas toujours très simple. Après, il y a d'autres pathologies aussi, le VIH, les hépatites aussi, qu'il faut dépister. Et ça, c'est un peu plus long, c'est 3 mois. Moi, ça dépend un peu du type de test qu'on utilise. Effectivement, les sérologies, c'est 6 semaines. Maintenant, si on utilise des TROD, c'est plus long, c'est 3 mois. 3 mois, oui. Ça, je le dis parce que certaines personnes peuvent être réticentes à avoir une prise de sang et pourraient préférer le TROD. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir que c'est un petit peu plus long. J'insiste sur ce que vient de dire Aram, c'est-à-dire que s'il y a une prise de risque certaine, on peut, en milieu pénitentiaire, démarrer des traitements post-exposition. Et je pense qu'il faut le dire, c'est très bien là qu'on est l'antenne. C'est souvent, Rida l'a dit tout à l'heure, les gens probablement n'osent pas venir nous voir pour nous en parler. Alors, est-ce que c'est parce qu'on pense qu'on dépend de l'administration pénitentiaire, ce qui n'est pas le cas? Est-ce que c'est, je ne sais pas, plein de raisons? En tout cas, le TPE existe en milieu pénitentiaire et toute personne est tout à fait... éligible, peut le demander, voilà, il n'y a aucun souci. Et si jamais il n'était pas disponible dans l'établissement dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez le réclamer de toute façon. S'il a son rendez-vous médical dans les 48 heures. Oui. Oui, si, oui.
Oui, moi aussi, j'ai pensé directement à la prise de risque arrive le vendredi soir. Et voilà. Et voilà. Après, il y a samedi, dimanche, on a dit que on n'a pas accès aux boîtes destinées à l'unité sanitaire. C'est toujours si on utilise ces boîtes, Stéphane nous dit qu'il ne les a pas vues, c'est ça? Non, mais bon, quand moi je suis arrivé à la santé, en 2019, en juin, elle venait juste d'ouvrir. Elle avait été ouverte en février ou mars. Donc il y a eu quand même un temps d'adaptation à tous les niveaux, que ce soit avec les cantines, avec un mode de fonctionnement où ils étaient un petit peu en rodage. Donc ça a mis un petit peu plus de temps. Et puis je suis sorti en 2020, en mars 2020 grâce au Covid. Donc peut-être qu'après il y a eu des améliorations, mais en tout cas moi de mon court passage là, à cette période-là, ça n'était pas en place. Voilà. C'est normalement obligatoire, s'il n'y en a pas, il faut le réclamer. Il faut déjà savoir. Il faut savoir qu'il faut... Voilà, c'est pour ça qu'on en parle là. Ouais, mais c'est comme pour le TPE, je pense il y a beaucoup aussi de manque d'informations, même de la part aussi bien de l'administration pénitentiaire que des détenus aussi, quoi. Voilà. C'est pour ça que je suis ravie de l'avoir dit. On a fait une enquête sur plusieurs établissements, plus d'une dizaine d'établissements. C'est vrai que le kit TPE existe au service médical, mais le manque d'informations détenues fait que ils ne le demandent pas et ne sont au courant en général que les personnels, voire les personnels soignants. Voilà, pour les accidents d'exposition au sang, pour le TPE, etc. Donc, il y a besoin de multiplier l'information aux détenus. Voilà. Et passons à une question qui est plus de l'ordre de la santé mentale. Il y a un monsieur qui l'a fait, un homme de 18 ans, pardon, du coup on a son âge, qui était dépisté en arrivant en détention. Il a appris là d'être porteur du VIH. Ses paroles, il dit « Je suis un peu perturbé par le fait surtout d'être incarcéré. J'ai beaucoup de mal à me libérer, une faiblesse de ne pas me sentir moi-même et ça joue beaucoup sur ma psychologie. » Est-ce qu'on a des conseils à donner à cette personne qui découvre sa séropositivité, il a seulement 18 ans et il est en prison? C'est pas facile. Et il devrait pouvoir trouver de l'aide à la fois soit dans l'unité sanitaire, soit dans le service, le SMPR, s'il y en a un dans l'établissement dans lequel il se trouve. J'espère qu'il peut trouver de l'aide auprès des soignants. On est là pour ça. Donc voilà. Et bien évidemment que ce genre de situation mérite de l'écoute, du temps. Voilà. Il y a aussi des associations qui rentrent dans les prisons, je pense à Aide par exemple, qui peuvent aussi l'aider à passer une étape difficile. Voilà. Alors, et nous aussi, avec 6 associations, du coup, on l'accompagne pendant cette période-là. On essaie de lui donner le maximum d'informations, de l'orienter à travers la prison dans laquelle il se trouve. Et d'essayer en tout cas de lui donner les bonnes clés pour pouvoir être accompagné et de lui permettre de nous appeler tout le temps puisqu'on est ouvert tous les jours de 8h à 23h. Donc il peut nous appeler quand il ne se sent pas bien et puis nous on a des informations aussi en fonction des prisons et on a eu une formation dans le cadre pénitentiaire pour savoir un peu comment orienter au mieux les personnes qui nous sollicitent, donc ça, on le fait. Donc c'est aussi notre rôle, quand les personnes sont isolées, de pouvoir aussi les accompagner. Et on parle beaucoup de TPE, justement, à la prison, parce que c'est vrai qu'il y a un manque d'information, mais il y a aussi un manque d'information dans le grand public, en milieu ouvert, à l'extérieur aussi, c'est pareil. On s'en rend beaucoup compte. Et Stéphane, toi, si tu devais donner des conseils à cette personne? Déjà, moi, je ne suis pas médecin, donc voilà. Après, voilà, c'est plus une question d'écoute, j'imagine, et puis chacun va réagir différemment. Mais bon, là, de ce que j'entends par rapport à cette question-là, c'est vrai que c'est double peine, quoi. Voilà, vous vous trouvez enfermé, voilà, faire votre peine, vous apprenez que vous avez été dépisté positif au VIH. Donc, ça est, voilà, au point de vue de l'assimilation des deux informations, c'est quand même assez lourd. Donc, je pense que cette personne a déjà besoin d'écoute, de soutien.
Mais encore une fois, je ne remets pas en question le travail des soignants en milieu pénitentiaire, mais c'est une question de moyens humains aussi, et qui manque aussi beaucoup de moyens. Donc ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais vous parliez de aides qui se rendent dans les prisons. Malheureusement, c'est pas dans toutes les prisons. C'est au bon vouloir de l'administration pénitentiaire. Je fais partie aussi d'une association de groupes de parole et d'entraide qui interviennent en milieu carcéral sur les problèmes d'addiction. Et c'est pareil, on a quelques portes qui sont ouvertes, Bois d'Arcy, Villepinte, La Santé. Fresnes, on ne peut pas encore y rentrer, Fleury-Mérogis non plus. C'est pas national non plus, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu au bon vouloir. Donc c'est aussi un peu ça, un peu le problème, quoi. Et puis c'est que de la prévention, c'est que de la parole, de l'écoute. Vous n'avez pas le droit de ramener soit de matériel pour réduction des risques. C'est juste à l'arrière un petit peu de littérature, d'information, mais ça se limite qu'à ça, quoi. On a insisté, nous, pour avoir la présence des CARUD. C'est les centres d'addictologie pour l'usage de drogue, et en prison. Et justement, avec tout le matériel de RDR, de réduction des risques, puisque dans la loi de janvier 2016, l'extension de la réduction des risques vers la prison est établie. Mais en l'absence de décret, c'est difficile pour les soignants de le mettre en place. Ouais, mais bon, pour l'administration pénitentiaire, il n'y a pas de drogue en prison. Donc, je ne vois pas à quoi ça sert la réduction des risques. C'était de l'humour. Oui, tout à fait. Alors, nous sommes déjà à la moitié du temps disponible. Moi, je vous propose une toute petite pause musicale. Après, on revient avec Stéphane. Tu nous as dit des bouts un peu de ton parcours. On va rentrer un peu plus dans les détails. À tout à l'heure. Vous êtes toujours à l'écoute des Vivres avec les VIH.
Pour cette émission aujourd'hui spéciale SIDAction Prison, je vous ai laissé avant la petite pause musicale en vous disant qu'on allait reprendre avec le témoignage de Stéphane. On va faire juste une petite fenêtre, on va ouvrir une fenêtre sous les SIDAction parce que voilà, cette émission est née de ça. Rida, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, SIDAction, c'est une association qui a été créée en 1994 pour recueillir des fonds privés, une collecte vers le public destinée à être redistribuée à la lutte contre le sida. C'est la seule association qui finance la recherche, mais elle finance aussi des associations en France et à l'international, et notamment en Afrique. Voilà. Donc, c'est une opération qui aura lieu le 22, 23, 24 mars de cette année. Et le SIDAction Prison s'est mis en place en 2010 à la seule prison de Nanterre, à la maison d'arrêt de Nanterre. Et donc, autour de 2 opérations, un forum santé animé par l'unité sanitaire et des tournois sportifs animés par le SPIP et les éducateurs de sport. Sauf que les détenus nous ont dit, mais il manque la collecte. Et donc, on s'est dit, nous... on leur a dit, ça nous paraissait anormal de demander des sous à des détenus. Ils nous ont dit, il y a des détenus qui ont de l'argent, donc faites la collecte, on insiste, et puis ceux qui peuvent donner, donneront, et ceux qui ne peuvent pas donner, ne donneront pas. Donc l'année d'après, en 2011, on a fait une 3e opération de collecte, et l'idée, c'était de rattacher cette population détenue à l'opération SIDAction qui se passait à l'extérieur pour leur faire jouer leur rôle de citoyen, leur faire connaître le sida, parce que c'est une population qui est très loin du soin avant de rentrer en prison. Donc c'était l'occasion de se saisir du problème du VIH. Et puis en 2013, il y a eu... un élargissement de cette opération à la région Île-de-France et puis à la région Grand Est. Et puis, à partir de 2017, la pénitentiaire a voulu que ce soit étendu à tout le territoire national. Donc, c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est étendu à tout le territoire national. Et je vais m'arrêter là parce que je vois... pour pas prendre trop de place. Voilà. Merci beaucoup. C'est important de refaire cette historique. Ça explique aussi la raison de cette émission, qu'on peut le dire aussi, qu'à la base, elle était pensée pour être diffusée en milieu pénitentiaire directement. On va y arriver, on va continuer à essayer de le faire parce qu'on aimerait beaucoup parler directement aux personnes qui vivent en milieu carcéral. Heureusement, aujourd'hui, on a la présence de Stéphane. Je suis vraiment ravie que tu sois là, que tu aies accepté parce que ça nous permet à chaque fois, on a beau parler, mais toi, tu nous ramènes toujours à la réalité parce que tu nous dis, en fait, ça ne se passe pas exactement comme ça. Stéphane, est-ce que tu veux nous raconter un peu ton parcours ? Alors, je m'appelle Stéphane, j'ai 52 ans et j'ai eu des conduites addictives depuis l'âge de 12 ans en fait. Mes premières addictions, l'alcool, le tabac et très vite je suis passé aux drogues dures à l'âge de 15 ans, sous toutes ses formes, sous tous les modes de consommation et j'avais la vie qui allait avec. C'est-à-dire une vie de consommateur actif, trouver de l'argent, se défoncer et ça a duré pendant 36 ans de ma vie. Voilà, donc ce qui m'a amené plusieurs fois en détention. Ma première incarcération en 1995 à la prison de la Santé. En 2017 à Fleury-Mérogis et 2019 de retour à la prison de la Santé. Mais dans des meilleures conditions puisqu'elle avait été refaite entre-temps et que c'était plus du tout les mêmes conditions. Mais oui, voilà, donc j'ai un parcours criminel derrière moi. Aujourd'hui, je suis militant et salarié pour l'association Aide. Voilà, je trouve que ça a beaucoup de sens pour moi. Je suis sorti de l'addiction depuis un peu plus de 3 ans, grâce au groupe de parole et d'entraide. Pour pas les citer, mais en tout cas, c'est ma solution à moi que j'ai trouvée pour pouvoir m'éloigner en fait de tous les produits. C'est une solution qui existe parmi tant d'autres.
Et aujourd'hui, le fait de me tourner vers l'humain et de redonner ce que j'ai pu avoir gratuitement grâce à ces groupes de parole, voilà, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Surtout en plus d'être là et de parler autour d'une table avec des professionnels de santé qui interviennent dans le milieu carcéral. Moi, mon expérience en milieu carcéral, voilà, comme j'ai pu entendre là ce matin, tout dépend déjà du service pénitentiaire, de la maison d'arrêt dans laquelle on est incarcéré. Elles n'ont pas du tout toutes le même fonctionnement. Voilà, ça va aussi dépendre des moyens humains, des moyens matériels aussi mis à disposition. Donc en fait, tout ça fait que voilà, le fonctionnement n'est pas pareil dans chaque maison d'arrêt ou centre de détention, quoi. Voilà, aujourd'hui, le fait de travailler chez Aide, dans une association communautaire qui lutte contre le VIH et les hépatites. Voilà, tout à l'heure, j'entendais parler de TROD, aussi de dépistage quand on arrive en maison d'arrêt. Moi, je ne l'ai jamais connu, à part si on le demande, mais comme je ne l'ai jamais demandé, et je pense que ça, il y aurait un travail à faire au niveau prévention et de dépistage un peu plus formel, ou par TROD ou par prise de sang, comme il a été dit tout à l'heure par le docteur Caudron. Voilà, il y en a qui peuvent être réticents à se faire une prise de sang, mais de proposer de faire un TROD. Voilà, en fait, je pense que c'est aussi beaucoup le fait de dialoguer, mais pour dialoguer et pour informer, il faut du temps. Voilà, quand vous arrivez au quartier arrivant, c'est à la chaîne, en fonction du nombre de nouveaux arrivants qu'il va y avoir. Donc, vous restez 10 minutes dans le bureau du médecin et puis on passe au suivant. Donc, en fait, tout ça, voilà, c'est aussi fait avec les moyens qui sont mis à disposition à ce moment-là, quoi. Donc, je ne jette pas du tout la pierre. Chacun fait de son mieux. Voilà, ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est une réalité, hein. Même l'administration pénitentiaire. Voilà, ça reste de l'humain, il y a des erreurs, on peut toujours s'améliorer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Voilà, on parlait de prévention tout à l'heure au sein de l'administration pénitentiaire. C'est pareil, si vous n'allez pas chercher l'information ou si vous ne vous y intéressez pas, c'est très compliqué. Moi, lors de ma dernière incarcération, je n'ai pas eu accès au groupe de parole. Voilà, je l'ai eu qu'à ma sortie, parce que j'ai franchi le cap. On parlait aussi de réinsertion, c'est un leurre. Il n'y a aucune réinsertion faite pendant l'incarcération, c'est pas vrai. On vous incarcère, c'est une sorte de punition, mais il n'y a pas du tout de projet de l'avenir à la sortie, quoi. Si vous ne le faites pas de vous-même, c'est faux. Voilà, donc même si vous êtes suivi, moi j'étais 3 ans sous contrôle judiciaire quand je suis sorti en 2020, avec une injonction thérapeutique, voilà, tout un suivi. Mais toutes les démarches que j'ai entreprises, je les ai faites personnellement, quoi. On ne m'a pas orienté à ma sortie de prison. Enfin voilà, rien n'est fait à ce niveau-là, quoi. Donc déjà, on a beaucoup de retard, en tout cas en France, comparé à beaucoup de pays nordiques ou même en Allemagne, hein, pour citer un pays qui est beaucoup plus proche, qui travaille beaucoup sur cette question de réinsertion. Mais bon, on a toujours 30 ou 40 ans de retard, voire peut-être plus. Et voilà. Alors, est-ce que c'est dans les tablettes des pouvoirs publics? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, de 95 jusqu'à 2019, j'ai vu qu'il n'y avait aucun changement par rapport à ça. Donc voilà ce que je peux dire sur... voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou autre chose. Oui, en fait, moi, justement, tu as déjà un peu répondu, mais justement, les conseils que tu pourrais donner à une personne qui sort, dans le sens, pour toi, l'engagement associatif, peut-être c'était quelque chose qui l'a changé, je sais pas, qui t'a mené quelque part. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux conseiller aux autres? Moi, le conseiller, je peux juste donner mon expérience, en fait. Voilà, j'ai pas de conseil à donner à qui que ce soit. Ce qui fonctionne pour moi ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. Après, la réalité, c'est que c'est celle-là. Moi, j'avais jamais travaillé de ma vie, hein. J'ai consommé jusqu'à l'âge de 49 ans. Je n'avais jamais travaillé de ma vie. Aujourd'hui, j'ai pris un virage à 180 degrés. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, voilà, le fait d'avoir arrêté mes conduites addictives me permet de pouvoir me tourner vers l'avenir et d'être quelqu'un de responsable, de productif et de faire partie de cette société. Toute ma vie, moi, je n'ai jamais voulu faire partie de cette société. Voilà, j'ai voulu vivre selon mes règles, faire ce que je voulais, et c'est ce que j'ai vécu comme ça, voilà, toute ma vie. Et aujourd'hui, le fait déjà d'avoir arrêté, voilà, de consommer des produits
me permet de pouvoir voir beaucoup plus loin et de voir différemment les choses, voilà, et de vouloir vivre en fait, voilà, et de vouloir vivre différemment. Après, il y a des associations qui existent de réinsertion. Mon premier maillon de chaîne, j'aime bien leur rendre hommage. Ça a été une association qui s'appelle Wake Up Café. C'est une association qui prend les sortants de prison et qui les aide à se réinsérer dans la société à travers différents thèmes sur la reconstruction de soi, sur comment faire un CV, une lettre de motivation, qui ont beaucoup de partenaires. Les Restos du Cœur, Nespresso, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais qui favorisent le retour à l'emploi. Et ça a été ma première marche en fait, voilà, la première marche de mon escalier, où à côté de ça avec les groupes de parole, et qui m'a permis, en fait, et puis après c'est une question de rencontre, quoi, voilà, des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours, des portes qui se sont ouvertes, j'ai poussé la porte, une qui s'est refermée, et ainsi de suite, quoi. Et si on m'avait dit qu'un jour, voilà, je serais ici à vous parler de mon expérience et de mettre à profit mon expérience, que c'était ce qui pouvait valoriser mon parcours et d'aider les autres, bah, c'était inimaginable il y a encore 5 ans en arrière. Mais aujourd'hui, voilà, je suis patient expert, j'ai repris des études, j'ai été certifié la semaine dernière. Enfin, voilà, quoi, ça avance, quoi. Et tout ça, et je suis avec vous aussi ce matin. Donc, ouais, si je regarde un peu en arrière, je fais le bilan. Voilà, mais c'est aussi une question de volonté, quoi. Voilà, quand je suis sorti à 49 ans de détention, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, voilà, pour changer de vie, quoi. Voilà. Oui. Mais c'est un désir personnel aussi, quoi. Mais si les choses étaient faites en milieu carcéral déjà pour la sortie, au niveau de la réinsertion, peut-être qu'il y aurait moins de récidive. Mais grâce à des associations comme Wake Up Café, le taux de récidive sur les 5 ans voilà, est assez impressionnant, quoi. De non-récidive, pardon, voilà. De non-récidive est assez impressionnant, quoi. Et tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui en tant que salarié de aide? Eh ben, je travaille dans un CARUD, dans un centre d'accueil, d'accompagnement pour la réduction des risques des usagers de drogue. Donc en fait, on fournit du matériel pour les usagers de drogue, voilà, que ce soit les consommateurs, pour tout consommateur de produits psychoactifs. Il y a de l'accompagnement sur le suivi médical, les orientations pour ceux qui veulent avoir un parcours d'abstinence, du dépistage, TROD, VIH, VHB, VHC, syphilis, voilà, de l'accompagnement en santé sexuelle. Enfin, c'est assez large, quoi. Aide milite à différents champs d'action. Donc, mais moi, principalement, voilà, je travaille dans ce CARUD près des Halles et j'accompagne donc des usagers de drogue, quoi. Et c'est quelque chose qui te plaît en ce moment, ça? C'est quelque chose que je connais bien, surtout. Voilà, c'est quelque chose que je connais très très bien. Donc, et puis, comme je le disais tout à l'heure, voilà, je trouve du sens en fait à ce que je fais, quoi. Moi, j'ai pas eu cette chance-là quand j'ai été incarcéré. J'ai pas eu les informations comme quoi des groupes de parole existaient, que les alcooliques anonymes ou les ENA venaient se réunir. Mais voilà, c'est peut-être que j'étais pas prêt non plus à entendre à ce moment-là. Mais aujourd'hui, voilà, je milite aussi beaucoup à travers ces associations-là où je retourne. D'ailleurs, c'est très drôle. Dernièrement, je suis retourné à la prison de la Santé, là où j'étais incarcéré, pour intervenir justement grâce à ces groupes de parole. Et voilà, mais tout ça, c'est ce qui donne du sens aujourd'hui à ma vie, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Et je reprends quelque chose que Stéphane a dit pour vous demander à vous de rebondir si vous le souhaitez. C'est par rapport au fait que la préparation de la sortie, c'est quelque chose d'imaginaire, mais pas de réel. Merci Stéphane pour ton témoignage. Je voudrais rebondir sur ce que disait Stéphane. Nous, les soignants, actuellement, on a deux préoccupations. Préoccupation sur le public, parce que beaucoup ressemblent à Stéphane. Beaucoup parmi le public sont en décalage avec la société quand ils commencent leur vie, voilà. Et donc, il manque, en prison, il manque un échelon. Et donc, on insiste beaucoup sur la médiation en santé, c'est-à-dire aller vers ce public-là et lui faire franchir le temps qu'a pris Stéphane à faire sa démarche. Les médiateurs en santé peuvent lui faire gagner du temps. Donc, on est en train d'essayer de les intégrer à la vie de la prison
pour leur permettre justement cet échelon. Et le deuxième échelon, le public détenu, beaucoup d'associations qui sont à l'extérieur ne se sentent pas concernées par le public détenu. Alors que c'est des gens qui viennent de la société, qui repartent dans la société, donc ils font un parcours. La prison, ce n'est qu'un détail de leur parcours de vie. Voilà. Et donc, on doit s'intéresser à ce détail-là. Et donc, on doit savoir ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Et quand les politiques de santé ne sont pas continues en prison, ça pose un problème. Stéphane parlait de réinsertion. Les gens, quand ils reviennent dans la société, ils vont avoir des politiques de santé qui s'appliquent, mais qui ne s'appliquent pas en prison. Par exemple, le dossier santé, dossier médical informatisé, c'est de la science-fiction en prison. Et donc, il va falloir réfléchir à ça et puis permettre à ces gens-là, justement, de revenir dans la société. Et donc, il y a un travail à faire d'intégrer ce public détenu à la population générale. Donc, il y a un double mouvement parce que pour un soignant, le matin, il est à l'hôpital quand il reçoit un usager de drogue qui lui demande, par exemple, du matériel, il peut lui donner à l'extérieur, mais il peut pas. Le lendemain, il part en prison. Il ne peut pas lui donner parce que la réduction des risques ne s'applique pas sur la prison. Donc, c'est un problème pour un médecin de pas pouvoir face au même patient de pouvoir un jour lui donner, un jour ne pas lui donner. Voilà. Donc c'est ce double mouvement qui pose problème. Et puis il y a un décalage entre les textes, ce que disait Stéphane, entre ce que disent les textes et puis la réalité. Parce que la réalité est parfois très éloignée du texte et donc des textes, et donc on doit ramener justement tout le monde au texte et rappeler à tout le monde les textes, parce que l'administration pénitentiaire, pour des arguments sécuritaires, met de côté les priorités de santé, et ça c'est un problème. Voilà. Merci Rida. S'il n'y a pas d'autres rebondissements sur ça, je passerai à une autre question sur un sujet très important. C'est encore une fois un homme qui la pose. Il dit « J'ai eu des relations sexuelles avec mon co-détenu et j'ai découvert qu'il avait le sida. » Bon, déjà, il avait le VIH. Mais il m'a dit qu'il était indétectable et que je n'avais pas à me faire des soucis. Ça veut dire quoi, ça ? Voilà, du coup, si sa association a déjà répondu, ça pose vraiment les problèmes de, comme cette certitude de l'indétectabilité, non-contamination d'une personne, comment parler de ça ? De quelle manière l'expliquer ? Cette personne, elle n'a pas compris. Le message indétectable égale transmissible, il est largement diffusé. Que ce soit dans la société ou que ce soit en prison, parce que c'est le seul argument qu'on a trouvé, parce que beaucoup arrêtaient leur traitement dès qu'ils étaient en prison pour des questions de confidentialité. Et donc le fait d'être indétectable, ça veut dire d'avoir durablement une charge virale indétectable, faisait qu'il ne transmettait pas la maladie. Et donc, ça a permis de garder, si vous voulez, les PV-VIH sous traitement, parce qu'on leur faisait miroiter qu'ils n'allaient pas transmettre la maladie. Et ça, c'est un argument très important en prison. Alors, peut-être rappeler quand même que la charge virale, c'est la quantité de virus qui circule et qu'on peut mesurer dans le sang pour tous les auditeurs là, qui comprennent bien. Parce que tous ceux qui vivent avec le VIH savent très bien ce que c'est qu'une charge virale, un nombre de T4. Mais peut-être que... pour tout le monde, on peut rappeler que la charge virale, c'est la quantité de virus qui circule
qui circulent. Et le taux de T4, c'est ce qui mesure, ce qui nous permet de nous défendre contre des maladies. C'est peut-être important de le redire. Et qu'effectivement, quand la charge virale est indétectable, quand on ne retrouve pas de virus qui circule, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de virus dans son organisme, mais qu'il n'est plus circulant et donc on n'est pas contaminant. Alors, miroiter, voilà, Non, on n'est pas contaminant. Et donc voilà, quelqu'un qui prend correctement son traitement, qui a une charge virale indétectable, ne transmet pas le VIH. Et je pense qu'il faut le dire, le redire, le crier, je sais pas. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que disait Rida. Et il y a aussi ce fait-là qu'il y en a beaucoup qui arrêtent leur traitement à cause de la stigmatisation, que ce soit aussi bien pour ce traitement-là ou que ce soit sur les TSO, les traitements de substitution aux opiacés, parce que vous êtes tout de suite stigmatisé. Et quand vous arrivez en détention, le fait d'aller tous les matins à heure fixe pour aller chercher votre méthadone ou votre Subutex, vos codétenus savent très bien ce que vous allez faire et donc vous êtes beaucoup plus vulnérables. Et aussi, que ce soit pour les traitements contre le VIH. Donc il y a aussi ce rapport-là qui joue beaucoup sur la stigmatisation et des codétenus et des surveillants de l'administration pénitentiaire. Donc il y en a beaucoup aussi qui peuvent arrêter leur traitement ou par rapport à ça. Peut-être qu'on peut rappeler aussi que finalement la stigmatisation, elle n'existe pas que en prison, en vrai. Tout à fait. Mais qu'en prison, elle est encore plus marquée du fait de la promiscuité de tout le monde, que tout le monde sait tout sur tout. De toute façon, c'est le royaume de la rumeur. Et qu'il y a une surpopulation qui est quand même grandissante, dont tout le monde parle, mais sur lequel on ne fait pas grand-chose, qui est quand même l'essentiel de la problématique et de ce qu'on a parlé, de ce dont on a évoqué tout à l'heure, l'accès aux services médicaux, la possibilité d'échanger. On vient de parler de la sortie, comment nous, on peut aider quelqu'un à organiser sa sortie quand on ne sait pas quand est-ce qu'il sort. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Malheureusement, la stigmatisation, elle n'existe pas qu'en prison, même si elle est encore plus marquée. Je suis d'accord. Mais quand je disais ça, c'était plus parce qu'on est encore plus vulnérable tout à fait. quand on est enfermé entre quatre murs. Je suis parfaitement d'accord. Alors, vu qu'il nous reste vraiment très peu de temps, je vais essayer de synthétiser un peu les questions et d'essayer de toucher tous les points que j'aimerais toucher dans cette émission. Beaucoup de questions concernaient les hépatites. On n'a pas encore parlé. Est-ce que je les synthétise, c'est surtout par rapport aux symptômes et au traitement qu'il y a après. Est-ce que vous pouvez m'aider du coup à présenter une hépatite B, une hépatite C? Comment on la reconnaît? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on découvre? De manière synthétique si possible. Ah, très dur. Oui, je suis désolée. De façon synthétique, c'est très dur. Alors, s'il faut être synthétique, je vais dire que dans la plupart des cas, il n'y a pas de symptômes. Donc, il faut faire un dépistage parce qu'il n'y a en règle générale pas de symptômes. Quand il y a des symptômes, c'est essentiellement de la fatigue. Et un ictère parfois. Mais encore une fois, la plupart du temps, il n'y a pas de symptômes. Donc, il faut faire un dépistage. D'accord. Et en prison, du coup, ce dépistage, c'est toujours de la même manière, il faut le demander. Alors, Stéphane va me faire les gros yeux, mais c'est pas grave. Normalement, le dépistage est systématiquement proposé à l'entrée. En tout cas, c'est le cas chez nous, c'est le cas à Fresnes, c'est le cas dans plein d'endroits, avec le VIH. En même temps, par contre, il n'est pas toujours accepté à l'arrivée, parce qu'à l'arrivée, on peut comprendre aussi que la personne qui rentre en détention, elle a la tête à l'envers, beaucoup d'autres soucis, pas tellement... on dit beaucoup, il y a beaucoup d'informations, surtout quand c'est une première incarcération. Donc, à mon sens, il faut répéter cette proposition, mais c'est pas toujours facile, et il y a des personnes détenues qui ne vont jamais revenir dans le service médical de toute leur détention parce que c'est bien, ils ne seront pas malades. Donc, ils ne vont pas revenir nous voir et nous, on n'aura peut-être pas l'occasion de leur reproposer. Donc,
faut pas hésiter à le demander à n'importe quel moment de sa détention. Et nous, il faut qu'on fasse des efforts pour le reproposer en cours de détention. Ça, c'est notre responsabilité. Il faut qu'on se... Merci beaucoup. Tu as vu, c'était possible d'être synthétique. Bon, il faudrait en parler beaucoup plus. Je voulais juste rajouter qu'il existe un vaccin pour l'hépatite B et un traitement pour l'hépatite C. Exactement. Voilà, C'est vrai, aussi. c'est vrai. Merci Très beaucoup. important. Alors, juste, on a vraiment quelques minutes. Je vous laisse la parole chacun pour un dernier tour de table où je vous demande soit de nous dire quelque chose de très important pour vous que soit on n'a pas suffisamment abordé, on l'a abordé, mais vous voulez rebondir, ou plutôt me parler, si vous avez envie, d'un souci qui est au fond, des fois, quand on parle du milieu carcéral et on se soucie des questions de santé. Qu'on est sur 2 ministères, on est ministère de la Santé et ministère de la Justice. L'articulation, elle n'est pas facile. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, vous ne devez pas forcément répondre à cette question parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais c'était une idée. Si vous voulez parler de ça, c'est le bienvenu. Je laisse la parole à qui en premier? Dernier tour de table. Aram. Alors moi je vais parler un peu de mon expérience parce que comme je dis, ça fait 20 ans que je travaille dans les prisons et c'est vrai qu'il y a toujours eu un conflit entre la pénitence. Alors un conflit, c'est un grand mot, mais disons que ça a toujours le temps pénitentiaire n'est pas le temps de la santé en fait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on considère être comme une urgence au niveau santé, pour eux c'est pas forcément une urgence. Et pour avoir pris des gardes un peu assez souvent. C'est très compliqué. Et ensuite, on a un deuxième problème, c'est qu'ils veulent toujours savoir ce qu'a le détenu. On est continuellement sollicité pour lever le secret professionnel et c'est très compliqué de leur faire comprendre que c'est entre le patient et le médecin et que la pénitentiaire n'a pas à avoir son regard là-dessus. Mais après, on arrive quand même à travailler en bonne intelligence en leur faisant comprendre que des fois, il y va de la vie du patient ou de la santé du patient, donc de la personne détenue. Donc on arrive, en tout cas, moi, dans toutes les prisons que j'ai faites, que ce soit à la Santé ou à Fresnes, on a réussi à quand même à bien s'entendre, même si parfois il y a eu des affrontements où ils nous imposaient des choses et on leur disait non, ça on ne va pas le faire, ou nous on devait leur imposer notamment les sorties ou autres, parce que quand un détenu, on ne peut pas le prendre en charge en prison, il faut appeler soit le SAMU, soit le 15 et l'extraire et l'emmener en urgence. Donc ça, il peut y avoir des petites frictions là-dessus. Mais sinon, globalement, en tout cas, par mon expérience, on a réussi à travailler en bonne intelligence. Mais ce n'est pas toujours facile. Merci Aram. Je vous demande d'être vraiment plus synthétique encore, si possible. Merci. Alors, 2 administrations qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Un, l'objectif santé pour l'administration, l'objectif sécurité pour l'administration pénitentiaire. 2, l'objectif santé pour les services de soins. C'est difficile. On se rejoint malgré tout sur certains sujets, comme la surpopulation, qui empêche quand même aussi l'administration pénitentiaire de travailler. Faut être honnête. C'est pas le manque d'effectifs qui se retrouve des 2 côtés. Il n'y a pas suffisamment de surveillants pénitentiaires ou pas suffisamment de surveillants pénitentiaires qualifiés. Et il n'y a pas suffisamment de soignants de l'autre côté non plus. Donc voilà. Et après, quand même, des frictions liées au secret professionnel, liées à un certain nombre de choses synthétiques. Alors j'arrête. Merci. Moi, je vais dire 2 mots sur la société et la prison. Ce sont 2 territoires différents, mais c'est le même public qui, à un moment donné, fait de la prison et à un autre moment à l'extérieur. Donc, tout ce qui se passe en prison a des répercussions sur la société. Et donc, il va falloir une immixtion des structures externes en prison pour permettre vraiment une égalité dedans, dehors, sur la santé, parce que c'est pas, comme disait Béatrice, c'est pas la priorité de l'administration pénitentiaire, et il faut pas laisser le public détenu à la disposition de l'administration pénitentiaire et que les soignants ne s'en mêlent pas, quoi. Merci. Stéphane?
Je vais essayer d'être très synthétique. Il y a encore du boulot. Voilà. Merci. Et voilà, merci à tous pour être été si synthétiques. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Béatrice, merci Aram, merci Rida, merci Stéphane. Merci d'avoir participé à cette émission et peut-être Merci. à l'année prochaine. À bientôt. À bientôt. À bientôt.